Malheureusement, si on fait un petit rappel historique, sont des moments de violation des droits humains à différentes échelles. Si on se rappelle la dernière présidentielle, l'avant-dernière de 2016, et surtout celle de 2009, où on a enregistré beaucoup de morts, beaucoup d'arrestations, surtout en 2016, on peut effectivement penser que les élections seraient une menace, une période pas vraiment propice pour le respect des droits humains. 2009 et 2016 ont laissé des séquelles parce que c'est les premières élections qui entraînent des tueries de masse, on peut le dire en quelque sorte. Il y a souvent eu des contestations. On n'a jamais enregistré autant de morts, surtout en 2016. Ça s'est amorcé en 2009. Donc on a franchi un cap pas des plus reluisants en termes de violation des droits humains au moyen des élections, malheureusement. Bon, il y a d'un côté les enjeux qui sont très forts parce que on ne peut pas avoir 30 ans de démocratie sans alternance. Alors qu'on organise des élections, ce qui génère naturellement des frustrations auprès des populations. Et puis, il y a les conditions d'organisation des élections qui ne favorisent pas la transparence. Et avec une population de plus en plus informée sur les droits civiques, qui ne se laisse plus faire, ça donne un cocktail assez explosif, surtout que derrière, il y a le rôle très controversé de l'armée, parce qu'on a quand même une militarisation des processus électoraux en Afrique qui n'existe nulle part ailleurs. Notre analyse part du principe que les élections devraient déjà faire la promotion de la liberté d'expression, qui est un droit fondamental, et que lorsque les élections sont mal organisées, lorsque les critères de transparence ne sont pas réunis, les élections deviennent plutôt des périodes, on peut dire, pas vraiment propices pour le respect des droits humains. Parce que ça devrait couronner la liberté d'expression, le devoir civique des populations, mais ça donne plutôt l'inverse parce que lorsque ces droits ne sont pas respectés, par exemple le vote fait partie des libertés fondamentales, lorsque la sincérité du vote, la souveraineté des populations est confisquée par des manipulations électorales, naturellement, il y a violation. Et puis, il y a d'autant plus violation lorsque la gestion des contestations est faite dans la répression. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font au début? Ils manifestent. Le droit de manifester existe. Mais généralement, il y a l'usage de la répression. Et c'est au cours de cette répression qu'on enregistre des morts, des blessés, et tout ce qui ternit l'image des droits humains dans un pays. Nous préconisons une action à deux volets. Il y a d'abord le volet sensibilisation. Il faut sensibiliser toutes les parties prenantes. Parce que qui dit élection dit population, dit autorité. Et derrière aussi, il y a l'armée qui joue un rôle assez crucial en période d'élection. Mais tout est fait comme si on négligeait le rôle de l'armée. Quel est réellement le rôle de l'armée au cours d'une élection? C'est sur ce volet sensibilisation que nous travaillons d'une part. Et d'autre part, on est conscient qu'avoir un système électoral fiable et crédible permet de limiter les risques ou les possibilités de violation des droits humains, puisque si l'élection est crédible, elle ne souffre d'aucune contestation, tout est fait dans les règles de l'art, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Donc, il y a deux volets, un volet sensibilisation populaire, avec peut-être dialogue multiparti, et un volet beaucoup plus de plaidoyer sur la transparence électorale. Et lorsque nous pensons que lorsque ces deux ingrédients sont réunis, on peut avoir une élection crédible qui respecte parfaitement les droits humains. Depuis 2016, nous avons inauguré une thématique sur laquelle on travaille toujours, qui est transversale à l'ensemble des pays africains, c'est-à-dire la prévention des conflits électoraux. Parce qu'on s'est rendu compte que les élections
débouchent souvent sur des conflits qui peuvent essaimer tout le parcours, tout le cycle électoral. Si on prend les exemples du Sénégal, le Sénégal connaît par exemple des crises préélectorales. Et le Gabon, c'est généralement des crises post-électorales. C'est-à-dire, après la proclamation des élections. Mais une chose est évidente, c'est que si on fait le constat à l'échelle des pays africains, les élections ne sont pas des moments très calmes. C'est toujours des moments émaillés de conflits. Et c'est à ce titre-là que depuis quelques années, nous initions des réflexions autour de la thématique de la prévention des conflits électoraux. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un grand sujet qui préoccupe, parce que si on prend les 10 dernières années, on essaye de prendre la plupart des pays, on voit quand même ce que la Côte d'Ivoire a connu à travers une élection. Une élection a débouché sur une crise qui a donné une guerre civile. On l'a vu récemment, même des pays, entre guillemets, avancés sur le plan démocratique. On a vu ce que ça a donné au Sénégal. Le Gabon à la présidentielle de 2009, 2016 et 2023. N'eût été le coup d'État, mais le coup d'État aussi, en période d'élection, montre qu'il y a conflit quelque part. Donc, nous essayons de prendre à cœur cette thématique et d'intéresser d'autres ONG et même des bailleurs pour qu'on s'y intéresse, parce que c'est un nouveau visage conflictuel en Afrique. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour des conflits électoraux. Et nous espérons que nous allons fédérer, attirer l'attention des bailleurs pour que les gens prennent conscience que les élections sont devenues une source de conflit alors qu'elles étaient supposées pacifier les relations politiques, le climat politique dans un pays. C'est plutôt devenu une source de conflit. Ce que nous aimerions, c'est que le code électoral donne des gages de transparence. Et ce sont ces gages de transparence parce que le vote est quand même un droit humain. Et ce sont ces gages de transparence, naturellement, qui vont garantir le respect de la liberté d'expression des populations. Donc, nous espérons que ce nouveau code va prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le vote des électeurs, respecter la souveraineté des populations et naturellement, par ricochet, leurs droits fondamentaux. Tournons la page Gabon, va se battre. Quand je dis qu'on va se battre, c'est pas par le côté violent de la bataille, c'est-à-dire nous allons reprendre du service, nous allons faire un grand travail de sensibilisation, parce qu'on aimerait que l'élection présidentielle de 2025 ne se fasse pas dans un climat conflictuel. Donc nous allons nous mobiliser, nous allons sensibiliser, nous allons dialoguer avec les acteurs pour éviter les écueils de 2023, 2016 et 2009. Je crois qu'il est temps de tourner la page, non seulement des élections truquées, mais aussi de la répression post-électorale et des conflits électoraux au Gabon.